Madame, Monsieur, bonsoir. Retour dans notre émission ce soir. D'abord sur ce dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique au Maroc. Et ensuite, en seconde partie, nous reviendrons sur la problématique du pouvoir d'achat. Alors, plus qu'un diagnostic, le rapport de l'institution de Bretton Woods propose des projections analytiques sous forme de scénarios qui permettraient d'atteindre à terme les recommandations du nouveau modèle de développement et surtout d'atteindre une croissance génératrice de richesse et d'emplois. Nous discuterons des détails de ce plan pour passer de la reprise à l'accélération en compagnie de Yesco Henschel, directeur des opérations pour le Maghreb au groupe Banque mondiale. En seconde partie de cette émission et dans un contexte inflationniste, parallèlement à la pandémie, la question du pouvoir d'achat cristallise toutes les attentions. Les résultats de l'enquête permanente de conjoncture auprès des ménages marocains du Haut Commissariat au Plan montrent que la confiance des ménages marocains s'est dégradée au 4e trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent. La semaine dernière, l'argentière du Royaume, Nadjef Tahalaoui, a affirmé que dans un souci de soutenir le pouvoir d'achat, le gouvernement débourserait pas moins de 16 milliards de dirhams au titre de la loi de finances 2022. Car ce qui affecte le plus le portefeuille des ménages, ce sont les charges dites sociales, à savoir l'école et la santé. La réponse du gouvernement suffit-elle à apaiser les craintes d'une large frange de la société marocaine? Quelles sont les alternatives pour contrebalancer le renchérissement des produits de grande consommation? Élément de réponse en compagnie de mes deux invités. Wadi Amadir, président de la Fédération nationale des associations du consommateur, et Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Mais avant, direction le siège du groupe Banque mondiale à Rabat pour y joindre par satellite le directeur des opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale. Bonjour Yesco Henschel, bienvenue parmi nous. Bonjour Khadija, un grand plaisir d'être avec vous encore une fois. Alors, peut-être qu'on commencera avec les chiffres de ce rapport. Un taux de croissance projeté de 5,3% pour 2021. La croissance du PIB devrait atteindre 3,2% en 2022 avant une reprise progressive attendue donc pour 2023. Alors, est-ce qu'on peut dire que 2022 commence sous de bons auspices sur une note positive ? Oui, donc encore une fois, merci beaucoup Khadija. Et nous pensons, c'est vrai, l'année commence dans une positivement. Peut-être parler un peu de 2021 premièrement. Notre rapport qu'on a publié voit trois facteurs très importants. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Premièrement, le secteur agricole a eu une augmentation très très forte après 2 ans de sécheresse avant. Deuxièmement, et ça c'est très important, on a vu une reprise des exportations et spécialement des automobiles et des activités agroalimentaires. Et troisièmement, ça c'était important pour 2021, mais plus important aussi pour le devenir, la taux de vaccination et la campagne de vaccination dans le Royaume était un succès très important. Ici, on compare les taux de vaccination avec les autres pays dans la région et en Afrique. Le Royaume a un succès de cette campagne très, très important. Donc, en 2022, comme vous dites, Madame Khadija, on prévoit un taux de croissance un peu moins, peut-être 3,2, 3,5%. Ça, c'est le moyen de la région et en grande partie vient aussi du secteur agricole parce qu'on va avoir pas un taux de croissance qui est comme on avait vu les dernières 12 ans. Donc ça, c'est en partie de cet rapport qu'on parle un peu de chiffres. Après, on va parler aussi sur les politiques et les réformes structurelles. Naturellement, nous y reviendrons. Donc ça, c'était le diagnostic de la performance de l'économie marocaine, Yesco Henschel. Quid du diagnostic de la création de richesse? Bien sûr, comment on peut parler de création de richesse, de création d'emplois, en sachant bien sûr que le programme gouvernemental est très ambitieux en termes de création d'emplois, en tout cas d'ambition ou d'objectifs, d'atteindre des chiffres quand même conséquents en création d'emplois. Comment atteindre ces chiffres
notamment ces 250 000 sur un an, en sachant que la croissance projetée et en ce qui concerne les projections de la Banque mondiale, mais aussi dans la loi de finances 2022, ne dépasse pas les 3%. Est-ce qu'on peut parler d'une création de richesse et d'emplois avec un taux de croissance du PIB national qui est autour de 3%? Yeah. Et donc, merci pour cette question, parce que si on parle toujours de la croissance économique, c'est vraiment seulement en part du panorama. En fait, le plus important, qu'est-ce qui se passe avec cette richesse que vous parlez en ce moment? Ici, dans les économies, on peut distinguer différents types du capital, de cette richesse. Un, c'est le capital physique, donc infrastructure, tout ce qui sont les machines dans des entreprises. Donc ça, c'est le capital physique. Deuxièmement, et ça c'est très important, le capital humain. Donc le capital humain, c'est le savoir, c'est le bien-être des personnes du côté centré, nutritionnel et aussi éducation. Et ici, on voit une faiblesse. Et ici, on voit le nouveau modèle de développement et aussi le programme de gouvernement, comme vous avez dit, sur les prochaines 5 ans. Il y a une emphasis très importante sur le capital humain et spécialement sur l'éducation. Seulement, peut-être 2 chiffres que moi, je suis toujours, ce sont très importants de voir cette importance de cette dimension. Aujourd'hui, le capital humain au Maroc est 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bébés, les Marocains qui sont nés aujourd'hui, ils vont avoir seulement une 50% de leur productivité quand ils ont 18 ans. Donc, productivité, ça veut dire les compétences, les savoirs, et aussi avec une bonne santé. Donc, 50%. Donc, il y a vraiment une marge très importante pour augmenter ça. Et deuxièmement, on a un indicateur qui s'appelle la pauvreté d'apprentissage. Et au Maroc, en ce moment, cette pauvreté d'apprentissage, c'est 65. Donc, presque 2 tiers de tous les enfants de 10 ans, ils sont dans cette pauvreté. Et cette pauvreté est mesurée qu'un enfant de 10 ans ne peut pas lire et comprendre un texte standard. Donc, capital humain, très, très important. Et le troisième aspect de cette richesse que vous parlez, ça, c'est l'environnement. Ça, c'est tout ce qui est l'eau, tout ce qui est le forêt, les côtes. Donc, vraiment, le capital naturel du pays. Et ici, spécialement avec le changement climatique, ça, c'est aussi un grand défi pour le royaume de gérer les ressources naturelles dans une manière durable et les utiliser aussi comme une force positive du développement au futur. Alors, l'autre challenge IESCO and Shell, c'est celui de la dette, du déficit. Donc, le déficit budgétaire du Maroc devrait reculer selon les prévisions de la Banque mondiale, mais aussi de la Banque centrale marocaine. Pour ne citer par exemple que ces chiffres, Banque mondiale 6,7% en 2021, ça devrait reculer en 2022. Pareil, plus ou moins pour Banque El Maghreb, déficit budgétaire à 6,3% en 2022, 5,8% en 2023. Parmi les raisons qui ont été évoquées, c'est le redressement des recettes fiscales et la modération des dépenses publiques. Or, quand on voit l'enveloppe pour le budget d'investissement public pour 2022, elle a atteint un record, plus de 240 milliards de dirhams. Comment baisser ce déficit public alors que la dépense publique n'est pas orientée, elle, à la baisse? Oui, donc, premièrement, le Maroc, comme pays, a eu une track record, donc une histoire d'une politique macroéconomique très stable et aussi durable, soutenable. C'est absolument normal que dans une crise comme le Covid était et est en ce moment, il y a un effort additionnel du côté de l'État pour aider des ménages, aider des entreprises et aussi
de balancer une diminution des recettes. Donc, le Royaume a eu une augmentation de déficit budgétaire de 3,6% en 2019 jusqu'à 7,6% en 2020. Et maintenant, c'est en train de diminuer lentement. Donc, avec cette augmentation du déficit budgétaire vient une augmentation de dette. Donc maintenant, c'est près du 80%. Et ça c'est correct. C'est une augmentation importante. Et c'est pour ça toutes les prévisions au futur sont pour diminuer cette dette lentement, mais dans une manière que les investissements plus importants sont protégés, que les dépenses aux ménages, aux entreprises plus importantes sont protégées, que les services de l'État, éducation, santé, ils sont protégés, et les grandes réformes que le Royaume a annoncées, donc je pense spécialement des réformes de la protection sociale et santé, qui sont protégées. Donc ça veut dire une efficacité plus haute des dépenses, et tous les gouvernements du monde, ils font des revues des dépenses pratiquement régulièrement, et en même temps de voir du côté revenus, est-ce qu'il y a la possibilité d'augmenter les revenus, et spécialement s'il y a une évasion des revenus. Donc avec cette politique budgétaire, on pourra avoir une diminution de la dette. De notre côté, on n'a pas une stock de dette à la monte au Maroc, donc on pense que la trajectoire est soutenable. Et aussi un point qui est très important pour cette gestion du Royaume de son stock de dette, une grande partie de ça, c'est du dette domestique à long terme. Et ça, c'est très bien. Parce que si la dette est l'extérieur et à court terme, il y a plus un risque aux variations du marché international, variations de la taux de change. Donc de ce côté-là, la structure de la dette donne beaucoup de points forts pour le Royaume en ce moment. Alors, est-ce que, Jesko Henschel, est-ce que le groupe Banque mondiale encourage la politique expansionniste, une politique monétaire expansionniste? Et si oui, quel serait déjà le rôle de la Banque centrale? Et vous connaissez mieux que moi la position de la Banque centrale par rapport à cette politique monétaire que l'on veut bien ficeler et bien contrôler. Donc, du coup, comment expandre, mais pas assez ou assez pour répondre aux urgences et aux besoins actuels? La Banque centrale, la Banque à l'Amérique, est une institution absolument clé dans la gestion de la macroéconomie du Royaume. C'est le clé pour la institution clé pour la politique monétaire. Et on a vu que la Banque centrale a ajusté et les différents instruments spécialement durant la crise Covid. Donc, soit la taux d'intérêt référentiel, soit les réglementations bancaires. Donc, c'était vraiment une institution accommodante. En même temps, la politique de la Banque centrale, la Banque à l'Amérique, a arrivé à avoir une stabilité très importante du côté des prix. Donc, vous avez parlé beaucoup de pouvoir achat. L'inflation au Maroc est très bas. Et moi, donc, avant que je suis arrivé ici au Royaume, j'ai travaillé beaucoup de temps en Amérique latine, où beaucoup des pays, ils ont un taux d'inflation de 10, 20, 30, chiffres, même jusqu'à 50%. Et cette inflation est le plus difficile pour gérer, et spécialement pour les pauvres. Donc, d'avoir une stabilité des prix et aussi une stabilité du côté de la taux de change, c'est quelque chose de très, très important pour les ménages, mais aussi pour les entreprises, pour la planification. Donc, je voudrais seulement souligner cette importance d'avoir cette stabilité dans quelques indicateurs tellement clés dans l'économie. Très bien. Alors, bon, pourquoi aujourd'hui les taux des prêts non productifs sont très élevés?
Donc ça, c'est en partie, en part, ça c'est une effet de la crise. Donc le taux, le stock des prêts non productifs, c'était, je pense, plus ou moins 7,5% avant de la crise, et ça a augmenté. Donc c'est presque 9%, je pense, en ce moment. Donc une augmentation, mais pas une niveau, encore une fois, une lequel est très alarmant. Et aussi, on a vu une stabilité dans cette stock des prêts non productifs. Ici, il y a une argumentation, une cause qui est très importante de voir. Comment les entreprises à avoir une échéance ou avoir une crédit qui n'est pas performante. Donc, si eux, ils n'ont pas une revenu pour payer des crédits. En partie de ça, c'est vraiment les sales, non? Donc leur vente. L'autre côté, c'est que leurs fournisseurs, ils paient. Donc le délai de paiement dans le secteur privé et entre le secteur public est très important. Et ici, le Royaume a pu faire des actions très importantes, et spécialement dans le secteur public vers le secteur privé. Et on a vu que ce délai de paiement a diminué. Donc en ce moment, le délai de paiement est plus grand dans le secteur privé, entre eux, dans les entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour vraiment attaquer. Deuxièmement, il y a aussi des différents pays qui utilisent un marché secondaire pour ces types de crédits qui n'est pas performant. Et la Banque centrale est en train de voir si aussi ce marché secondaire pourra être plus actif ici au Royaume. Alors, passons à présent, Jesko Henschel, si vous permettez, à ces scénarios qui ont été élaborés dans le cadre de ce rapport, n'est-ce pas, qui, rappelons-le, a été intitulé de la reprise à l'accélération. Donc, quels sont les leviers à déclencher? Parce que pour citer quelques mots, ou en tout cas une conclusion de ce rapport par rapport à la croissance, que le Maroc n'active pas les bons leviers pour créer de la richesse. Quels sont ces scénarios? Il y en a 4. On va rappeler peut-être le point principal entre les 4, c'est qu'ils sont orientés vers l'humain. Donc rappelons ces scénarios, comment ils ont été élaborés et pourquoi des scénarios en sachant qu'il y a déjà eu des recommandations du nouveau modèle de développement. Donc, merci pour cette question. En grande partie de ce rapport qu'on est en train de discuter a utilisé le nouveau modèle de développement dans du côté prévision. Donc, pour avoir un taux de croissance et aussi avec ça une diminution de la pauvreté, de la création d'emplois, dans la quantité, dans la dimension qui était prévue, qu'est-ce que c'est nécessaire? Et ici, je voudrais revenir un peu à notre discussion avant sur la richesse. En fait, on a vu 4 facteurs qui donnent ce développement économique qui est tellement important. Premièrement, c'est l'investissement. Donc, c'est le capital physique, les machines, mais aussi l'infrastructure publique. Deuxièmement, le capital humain, qui en a déjà parlé. Donc, le savoir, la santé, la nutrition des personnes. Troisièmement, combien de personnes ils participent dans le marché du travail. Et ici, on avait parlé de ça la dernière fois qu'on était ensemble. Ici, la taux de cette activité est bas au Maroc. Non? En ce moment, on a 45%, un peu moins qu'avant la crise Covid, des personnes entre 18 et 65 ans qui sont actifs. Et spécialement, le taux de participation des femmes est faible. Non? En ce moment, c'est 20%. Le gouvernement a fixé des objectifs très ambitieux. Le nouveau modèle de développement, même d'avoir une augmentation de cet taux jusqu'à 45% jusqu'à 2035. Et le 4e facteur, c'est l'innovation, la technologie. Les changements qui augmentent la productivité. Et donc, nous, on a fait des simulations avec ces 4 facteurs. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est investir et d'avoir un investissement dans l'infrastructure des machines, ça suffit pas. Ça, c'était le modèle une grande partie du modèle de développement du Royaume jusqu'à ce moment. Mais
le Royaume a besoin des autres 3 facteurs, et spécialement capital humain, qui en a déjà parlé, et une augmentation de la participation laborale, spécialement des femmes. Et donc, ça veut dire vraiment entendre toutes les différentes contraintes du côté éducation, du côté leur possibilité d'avoir un transport, la possibilité d'avoir les enfants dans les écoles ou la possibilité de travailler, avoir les enfants aussi en même temps bien cuidés. Donc ça, c'est le 3e facteur. Et le 4e, ça, c'est la innovation et technologie. Et ça, l'éducation supérieure a un rôle, et le digital a un rôle très, très important pour jouer là-dessus. Et qu'on voit les 4 facteurs ensemble qui sont dans le modèle de développement, c'est nécessaire d'avoir aussi des réformes structurelles dans beaucoup des différents secteurs et areas, mais avec ça, cet développement économique et spécialement social qui est la vision de ce modèle pourra s'achever. Oui, alors justement, pour qu'elle soit achevée, vous parlez de réformes structurelles. Quelles sont les réformes avec lesquelles on devrait commencer? Bien sûr, certaines sont déjà en marche. Vous l'avez cité tout à l'heure, puisqu'on parle de réformes qui sont centrées sur l'humain. Il y a cette généralisation de la protection sociale. On parle aussi dans ce rapport de l'augmentation du capital humain. Comment? Quels sont aujourd'hui les leviers à déclencher selon, bien sûr, ce rapport de la Banque mondiale, basé, comme vous l'évoquiez il y a quelques instants, sur les recommandations de cette commission spéciale sur le nouveau modèle de développement? Yeah. Les grandes réformes, ils sont vraiment très, très bien écrites dans ce modèle de développement, et je pense en part de ça, ou en grande partie de ça, c'est aussi dans le programme du gouvernement. On a les réformes qui sont déjà lancées, et le Royaume était un des peu pays qui ont lancé des réformes nouveaux et très importantes durant la pandémie. Donc tout ce qui est le financement de l'investissement, le fonds Mohamed VI, tout ce qui est la réforme des EPP, donc les entreprises publiques avec le APE qui a été annoncé. On a parlé beaucoup de réforme du système éducatif. Et le nouveau ministre, il fait des démarches très importantes là-dessus. On a parlé de la réforme de la protection sociale. Après, il y a 2 secteurs qui sont très importants. On a du côté le devenir, c'est l'eau et énergie, rareté de l'eau et la nécessité pour le Royaume de décarboniser sa matrix d'énergie. Donc, 2 grands chantiers là-dessus. Et après, je voudrais dire deux autres choses qui pour nous sont très clés. Un, c'est le digital. On a vu le Maroc Tech, l'ouverture de Maroc Tech dans les derniers jours. Donc, l'importance du digital pour la inclusion et aussi pour avoir une possibilité de développer des nouveaux secteurs avec des nouveaux exportations, une nouvelle ouverture au monde, c'est très important. Et la compétition, la concurrence dans le secteur privé. On a parlé beaucoup des PME, que c'est les PME que vraiment, c'est le moteur de croissance d'emploi dans le Royaume. Et si on compare la croissance des PME avec d'autres pays qui sont un peu plus dynamiques, on voit qu'il y a peu des PME qui avoir une croissance pour être moyen. Et il y a des différentes contraintes, donc accès au foncier, accès aux finances, le management des entreprises même, mais il y a aussi une concurrence qui manque dans quelques secteurs. Donc la possibilité d'entrer les secteurs où il y a des grandes entreprises. Donc la concurrence pour nous, c'est un des facteurs les plus importants pour augmenter la productivité, la croissance des entreprises et aussi la création d'emplois, et spécialement pour les jeunes et pour les femmes. Et est-ce qu'il nous reste 2 minutes et 2 questions? Donc la première, c'est par rapport à l'accompagnement de la Banque mondiale de toutes ces réformes. Bien sûr, il y a un cadre de partenariat entre le groupe Banque mondiale et le Maroc qui s'étale de 2019 à 2024.
mais aussi il y a toutes ces réformes qui ont été entamées dans la foulée bien sûr de la pandémie, mais aussi du nouveau modèle de développement. Quel accompagnement de la Banque mondiale, Yesco Henschel? Donc, nous, on est à mi-terme de notre partenariat avec Maroc entre 19 et 24. On a 3 grands axes: emploi, spécialement dans le secteur privé, capital humain et développement territorial dans une manière inclusive, équitative et durable. Je pense que les 3 axes, ils sont toujours très, très pertinents. Mais on va discuter aussi avec le nouveau gouvernement si on a besoin des modifications des nouveaux axes. On a 22 projets en ce moment. Moi, j'étais à Tadla, à House dernièrement, vraiment des projets de développement de tous les différents secteurs qui sont très, très importants, spécialement au niveau local. Et aussi, on fait beaucoup sur l'analyse dans cet rapport et le dialogue. Le dialogue, pour nous, c'est quelque chose de très, très important dont on veut aussi se ouvrir et participer avec du savoir, avec des analyses dans un débat. Le débat, c'est un des éléments les plus importants pour le développement dans les différents pays. Alors, dans les différents pays, dialogue et débat, vous me facilitez la transition, Yesco Henschel. Je voudrais revenir sur ce rapport de la Banque mondiale qui date de décembre, n'est-ce pas, sur la situation économique, puisque je rappelle que vous êtes directeur des opérations pour le Maghreb, pas seulement pour le Maroc, pour le groupe Banque mondiale. La réponse de la Banque mondiale aux réactions un peu irritées de la presse algérienne au sujet du dernier rapport de conjoncture lié à la situation économique en Algérie. Quelques mots là-dessus, Yesco Henschel. Comment avez-vous accueilli ces réactions de la presse algérienne suite à la publication de ce rapport que, je rappelle, est biannuel et que, un peu comme dans tous les pays membres de la Banque mondiale, est publié 2 fois par an? Merci Khadija. Donc, comme vous avez dit, moi je suis directeur pour le département Maghreb. Ça inclut les 4 pays, donc Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Et en fait, cet rapport du monitoring économique et social, en fait, dans tous les différents pays. Peut-être c'est important de destaquer, de dire 3 choses là-dessus. Premièrement, comme j'ai dit avant, c'est une contribution à un débat, un dialogue. Deuxièmement, on fait ça pour vraiment tous les membres de la Banque mondiale, les membres actifs. C'est aussi un devoir d'une organisation internationale comme la Banque mondiale. On utilise les données vraiment publiques qui sont transparentes, ouvertes, ou aussi des données qui sont fournies pour les différentes gouvernements. Et donc, dans cet esprit, on publie ça. On a eu une discussion sur un des derniers rapports. On a fait une statement que vous pourriez voir sur le site web de la Banque mondiale. Donc, une mise à point sur quelques articles qui étaient publiés. Pour nous, le plus important, c'est qu'on contribue à cette débat et dialogue et que nous, on est aussi transparent et ouvert avec les données qu'on utilise. Certainement. Merci beaucoup, Yesco Henschel, directeur des opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été avec vous. Au revoir, Khadija. Au revoir. Tout le plaisir était pour nous. Restez avec nous tout de suite, la seconde partie de Questions d'actu. Et comme je vous l'annonçais au début de cette émission, donc cette seconde partie sera consacrée au pouvoir d'achat, bien sûr avec cette enveloppe qui a été annoncée par l'exécutif pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens marocains. Jusqu'à quel point est-ce que cela va littéralement calmer beaucoup de craintes qui se ressentent chez le citoyen aujourd'hui face à la flambée de des prix de plusieurs produits. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Wadi Madih, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs. Bonjour Wadi Madih et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité aussi.
également aujourd'hui pour parler de pouvoir d'achat, mais pas que. Nabila Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir Nabila Adel, merci à vous également de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Ma première question vous est destinée. Alors, et si on devait déjà rappeler les raisons de cette inflation qui, rappelons-le, est planétaire, n'est pas propre au Maroc, mais peut-être aussi rappeler les facteurs endogènes, les facteurs internes de cette inflation. Écoutez, le phénomène inflationniste peut avoir plusieurs facteurs, mais le plus important, c'est une création monétaire par la Banque centrale. Il faut savoir que pour sortir de la crise 2008, les banques centrales ont injecté beaucoup d'argent massivement dans les économies. Alors, une partie de cette inflation s'est reportée sur les actifs financiers. Et aujourd'hui, le tour est venu pour l'inflation de se répandre sur les circuits de biens et services. Naturellement, vous avez des causes conjoncturelles, telles que la flambée des prix des carburants. Vous avez des problèmes de logistique qui font que les produits arrivent plus chers chez les consommateurs en raison de la déstabilisation des chaînes logistiques de par le monde. Mais ça reste des phénomènes conjoncturels. Le phénomène structurel avec lequel je pense qu'on mettra beaucoup d'années à composer et les interventions des banques centrales qui étaient relativement maladroites depuis la crise de 2008 et qui ont créé ce phénomène inflationniste. C'était juste une question de temps avant que ça n'arrive. Très bien. Wadi Amadie, le ressenti des citoyens aujourd'hui, du consommateur marocain par rapport à la flambée des prix, déjà, cela se ressent de quel côté en particulier ? Tout simplement, du côté du consommateur, il reçoit le coup assez durement parce que cela impacte directement son pouvoir. Partant du principe que le consommateur, donc pendant la période du Covid, il se retrouve donc dans des situations très très précaires et très difficiles du fait que il y en a certains d'entre eux qui ont perdu leur emploi, il y en a certains d'entre eux aussi qu'ils ont vu leur salaire diminuer et même il y en a certains qui n'arrivent même plus à pouvoir justement joindre les deux bouts, ce qui a impacté effectivement le pouvoir d'achat du consommateur. Bien évidemment, donc les hausses et les augmentations, donc ils ont aussi contribué à ce que le consommateur peine à pouvoir joindre justement la fin du mois, partant de ces constats-là, donc qui sont effectivement renforcés et accentués par le Covid et par effectivement les restrictions, disons, de budgétaires aussi au niveau du panier de la ménagère. Alors, très bien, nous allons revenir au prix et aux raisons. Certains évoquent la raison des intermédiaires, voire même de la spéculation. Vous en dites quoi, Wadi Amadie ? Effectivement, il y a une partie que nous avons ressentie donc au niveau des augmentations qui ont été dues peut-être bien aux augmentations donc des prix au niveau international. Il faut aussi souligner que le fret aussi a connu des augmentations, mais il y a aussi certains professionnels qui ont profité de la situation pour augmenter leurs prix d'une manière illogique et d'une manière irresponsable. Et cela, donc, automatiquement, a dû impacter le consommateur et a vu effectivement les prix flamber. Donc, on peut donner juste un petit exemple. Au moment où nous avons constaté qu'il y a une augmentation, par exemple, du blé, donc il y a eu automatiquement des augmentations au niveau des dérivés du blé et notamment du pain. Et ma foi, donc il y a certaines boulangeries qui ont essayé ou qu'ils ont même appliqué des prix qui sont nettement plus chers que l'augmentation elle-même qui a été effectuée au niveau disons international. Et cela n'explique pas effectivement ce qui est dû, ce qui est appliqué et ce qui est imposé aux consommateurs étant donné que
les augmentations qui sont injustifiées, sont anormales, mais malheureusement la situation elle est là, le constat il est là. Maintenant c'est au pouvoir public de prendre en main effectivement des décisions qui sont vraiment draconiennes pour pouvoir limiter des augmentations illégales, quoique nous savons très bien que nous sommes dans un pays où la pratique de la concurrence est réglementaire et elle est prise en considération, mais cela ne veut pas dire que nous vivons dans une jungle et que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Le rôle des pouvoirs publics, effectivement, c'est de réguler et de regarder aussi la situation du consommateur, la situation du citoyen marocain et de défendre ses intérêts, notamment donc au niveau des hausses des prix. Très bien. D'ailleurs, en parlant de réglementation, le groupe de la Confédération démocratique du travail, la CDT, à la Chambre des conseillers, a déposé une proposition de loi cette semaine d'ailleurs qui vise à réglementer notamment les prix du carburant au Maroc, donc pour protéger justement ce pouvoir d'achat des Marocains. Alors, avant de parler de cela, nous allons certainement y revenir. Nabil Adel, bien sûr, l'exécutif, après le taureau par les cornes, a annoncé une enveloppe quand même conséquente, 16 milliards de dirhams. Alors quand on dit que 16 milliards de dirhams ont été alloués, parce que ça reste un peu flou quand même pour expliquer peut-être à nos téléspectateurs. Quand on parle de 16 milliards de dirhams pour soutenir le pouvoir d'achat, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit simplement de compensation de produits, notamment le blé qui a été annoncé, annonce qui a été faite par la ministre de l'Économie et des Finances, ou s'agit-il d'aides directes pour pallier à la hausse des prix des produits de première nécessité? Alors, juste pour répondre rapidement, si vous permettez, sur cette histoire de multiplication des intermédiaires, et là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les intermédiaires sont nécessaires dans une économie. Bien sûr. Entre le producteur et le consommateur, il y a une chaîne. Et les intermédiaires permettent d'abord au producteur d'encaisser rapidement, ce qui permet de faire tourner le capital plus rapidement, et puis au consommateur d'avoir des quantités raisonnables en fonction de ses besoins. Il n'est pas concevable qu'un consommateur aille s'adresser directement à un producteur parce qu'il y a des coûts logistiques, il y a des coûts de transport, il y a des coûts de stockage, il y a des coûts de traitement. Donc, les intermédiaires arrivent à réguler les marchés. Maintenant, vous avez quelques poches de spéculation, mais ça n'impacte pas le mouvement général des prix. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut sensibiliser les Marocains. Il ne faut pas penser que les petits vendeurs ambulants, c'est eux qui vont faire flamber un mouvement général des prix. Le mouvement général des prix est influencé par des facteurs d'ordre macroéconomique. Naturellement, au Maroc, nous avons une chaîne logistique qui est très moderne à bien des égards et les gens, quand ils vont acheter dans les grandes surfaces, c'est toute une chaîne logistique qui se déploie depuis le producteur jusqu'au consommateur et les prix reflètent plus ou moins l'état du marché. Donc nous sommes sur des poches spéculatives très limitées à certains marchés, dans certaines zones, à certains moments. Donc nous ne pouvons pas parler d'un phénomène global. Très bien. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, alors les mesures de soutien peuvent prendre plusieurs formes. Alors d'abord, vous avez des formes de compensation avec la caisse de la compensation, mais vous avez aussi ce qu'avait annoncé Madame la ministre, c'est des exonérations de droits de douane sur l'import de produits de première nécessité, ce qui fait qu'on régule leur prix à la baisse et l'État perd des recettes fiscales, mais en contrepartie, il permet au pouvoir d'achat de se maintenir à un certain niveau. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que il y a une grande différence entre le traitement et le calmant. Donc, quand vous avez une rage dedans, vous pouvez prendre des calmants, mais il faut traiter. Il faut traiter la rage. C'est-à-dire les mesures de soutien sont des calmants. Les mesures de soutien sont des calmants. Oui. Ce n'est pas ça la solution. Parce qu'à partir du moment où vous avez un problème qui vous vient de l'international, les mesures de soutien vont rapidement atteindre leurs limites. Admettons qu'on ramène les droits de douane à zéro, on ne peut pas faire moins. OK ? Oui. De même. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. C'est ce qui a été annoncé par la ministre, voilà, c'est d'annuler les droits de douane sur l'importation de blé. On ne peut pas descendre plus bas. Oui. OK. Les mesures de compensation ont un coût.
Certainement. Et aujourd'hui, les meilleures mesures à long terme sont des mesures qui, d'abord, des mesures de création d'emplois. Fiscal? Parce que fiscal, oui, mais attention, tout est un équilibre, Madame Ehsan, tout est un équilibre. Parce que qui dit moins de recettes fiscales, dit moins de dépenses publiques. Absolument. Des dépenses publiques dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la justice. Non, mais alors, vous faites bien de dire l'enseignement, la santé, parce que, in fine, bon, c'est clair que la frange de la société la plus impactée par la hausse des prix, c'est cette classe moyenne. Et c'est cette même classe moyenne qui, n'est-ce pas, consacre une grosse partie, si ce n'est la grosse partie du gâteau, du budget du ménage, à la santé et à l'éducation. Donc, est-ce que, quand je parle de mesures fiscales, parce que c'est prêché par beaucoup, pensez peut-être à un nouveau modèle fiscal pour contrer le renchérissement des prix et voire même alléger les dépenses de ces ménages? Alors, juste une chose, madame, il faut distinguer plusieurs choses. Alors, d'abord, quand la fiscalité, c'est pour financer ceux qui ne peuvent pas payer l'école, et ceux qui n'ont pas les moyens de payer, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école privée. Et donc, ça, c'est un effort de la communauté nationale pour venir en aide à ces gens-là. Donc, on n'est pas en train de faire de la péréquation. OK? Oui, mais bon. Et deuxièmement, l'école publique existe. Maintenant, on n'est pas content de la qualité, ça, c'est un autre sujet. Mais personne n'empêche quelqu'un, même s'il est milliardaire, d'envoyer son enfant à l'école publique et ne rien payer. Encore une fois, donc, de même pour l'hôpital. Non, mais c'est un fait. Oui, Nabil Adel. C'est un fait. Mais c'est un fait. C'est l'école qui va sur les bancs de l'école privée. Je ne parle pas des missions, n'est-ce pas, internationales, mais qui va sur les bancs des écoles privées aujourd'hui au Maroc, c'est la classe moyenne, c'est des enfants de la classe moyenne. Mais c'est un choix. Encore une fois, madame, c'est un choix. Oui, bon, après, c'est un autre débat. Bien sûr que c'est un voilà, choix. C'est ça, mais après, en effet, quand on n'est pas satisfait par le niveau de l'école publique, on envoie son enfant à l'école privée parce qu'on a envie qu'il ait de meilleurs débouchés. Alors, juste une chose, et quand on parle d'école publique, ce n'est pas un sac où on met tout. Vous avez des collèges et des lycées publics qui ont les meilleurs niveaux au Maroc. Et vous avez beaucoup de lycées d'excellence. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas en train de faire de la péréquation. Donc, ce que vous dites, c'est que ceux qui payent les impôts, ils vont continuer à les payer, même, quand bien même ils vont alourdir ce fardeau, n'est-ce pas, de dépenses, sachant qu'ils font partie de cette classe moyenne. Parce qu'ils doivent soutenir ceux qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école privée. Exactement. Maintenant, pour arriver à une réduction des impôts, et ce n'est pas le libéral que je suis qui vous dira le contraire, moi, je suis pour une réduction des impôts, une réduction drastique. Mais ça passe par d'abord un élargissement de l'assiette fiscale. Il faut que tout le monde paye l'impôt. Il n'y a pas de raison que le gros pèse sur les salariés. C'est un scandale fiscal. Et aujourd'hui, on a la batterie des lois nécessaires pour activer ces leviers. Aujourd'hui, on ne comprend pas que quelqu'un qui ne paie pas d'impôts, on le voit, vous avez de gros quartiers à Casablanca, on sait que les gens ne paient pas d'impôts. Et ils ont pignon sur rue. Qu'est-ce qu'on attend? Donc ça, et à partir du moment où vous élargissez la base, vous réduisez le taux marginal. Donc ça, c'est une mesure qu'il faut activer rapidement pour au moins soulager ceux qui portent le fardeau fiscal. Maintenant, les mesures de soutien au pouvoir d'achat doivent s'inscrire dans une dynamique à long terme. Naturellement, les calmants à court terme ne sont pas du refus, mais ils vont rapidement atteindre leurs limites. Et tant que vous n'avez pas une création soutenue d'emplois et une création de richesse qui l'accompagne, vous allez toujours avoir ce problème de pouvoir d'achat. Malheureusement, les politiques monétaires qui ont été menées jusqu'à récemment ont conduit à accélérer ce phénomène. Je parle au Maroc, mais partout ailleurs dans le monde. On a injecté massivement des liquidités pour sauver les économies, mais on a oublié le spectre de l'inflation qui revient fortement. Nous sommes à des niveaux les plus élevés depuis presque 25 ans. Et Dieu sait que l'inflation est un danger encore plus ravageur que le chômage, parce que le chômage touche une partie de la population, l'inflation touche tout le monde. Et donc aujourd'hui, il y a une batterie de mesures à prendre aussi bien au niveau monétaire, au niveau de la politique monétaire, les mesures annoncées par le gouvernement. Plus expansionnistes, vous dites? Non, plus restrictives, parce que c'est la politique expansionniste qui nous a conduit à l'inflation. Il faut qu'elles soient plus restrictives.
Alors, maintenant, les mesures annoncées par le gouvernement sont les bienvenues, naturellement. Il faut soulager la peine de beaucoup de Marocains, surtout les détenteurs de revenus faibles. La classe moyenne a un revenu. Il ne suffit pas, mais au moins, il a un revenu. Mais vous avez des gens qui n'en ont même pas. Et la pandémie a accentué le phénomène de ceux qui n'arrivent même pas à accéder à la classe moyenne. Naturellement, ce sont des mesures que nous ne pouvons que saluer, mais en tant que chercheurs, on sait que ce sont des mesures qui vont rapidement atteindre leurs limites. Parce que le budget de l'État n'est pas extensible. Nous sommes sur des niveaux d'endettement qui sont déjà très élevés, un niveau de déficit budgétaire qui a avoisiné 7% pendant la pandémie, donc ce qui a creusé l'endettement, et donc on ne peut pas s'endetter de manière illimitée. De même que même si on fait des cadeaux fiscaux, ce sont des cadeaux fiscaux qui vont atteindre leurs limites rapidement, donc vous avez besoin de mesures structurelles. D'abord, il faut que l'État, dans notre pays, tape très fort pour récupérer l'impôt. Il n'y a pas de raison que des gens lèvent le bouclier à chaque fois qu'on leur demande d'émettre une facture et que le gouvernement à chaque fois recule. Et deuxièmement, vous avez des mesures de soutien à la création d'emplois et à la création d'entreprises. Ça, ce sont les mesures pérennes. Maintenant, l'inflation, effectivement, c'est une question de politique monétaire et l'expérience nous a montré comment gérer ce genre de situation. Parfait. Comment gérer aussi ce genre de situation par rapport à d'autres mesures, notamment sur la réglementation? Je reviens sur ce point, n'est-ce pas, avec vous, Wadi Madih, mais aussi sur cette enveloppe de 16 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour contrebalancer un peu la cherté du coût de la vie aujourd'hui et par rapport à ce volet réglementation? Alors, je reviendrai justement à ce budget alloué effectivement à supporter, si on veut dire, un peu les charges qui ont été, disons, posées sur le dos les épaules des consommateurs. Et on reviendra donc sur 16 milliards de dirhams et pour pouvoir les comparer avec les années précédentes. Donc, ce qui est constaté aussi, c'est que l'État n'a pas mis un grand effort, malgré que si on veut dire, c'est une action peut-être qui sera transitoire, mais il n'a pas mis effectivement, n'a pas fait un effort pour pouvoir combler ou remplacer effectivement cette hausse de prix que le consommateur a constaté. Donc il n'y a pas que le blé qui a augmenté et qu'on peut réduire ou annuler les taxes douanières sur cette matière-là, mais on a effectivement beaucoup d'autres produits qui ont été impactés effectivement par le problème donc des augmentations des prix au niveau international et au niveau aussi au niveau de fret. Donc ce qui veut dire que à comparer les 16 milliards avec le budget qui était de peut-être 12 ou 14 milliards l'année passée et les années précédentes, donc pour venir compenser tout ce qui est produit subventionné, notamment le gaz, surtout le gaz industriel, tout ce qui est aussi blé donc national et tout ce qui est aussi sucre, uniquement ça je crois au niveau des matières premières qui sont nécessaires, non pas uniquement à la couche moyenne ou tous les Marocains ou aisée, mais plutôt ce qui en est de l'huile, parce que le consommateur a encaissé effectivement une hausse très importante au niveau de l'huile, et sachant très bien que l'huile est une matière, est un produit nécessaire et de base pour toute couche de consommateurs. Le plus petit, le plus disons consommateur qui est démuni a effectivement besoin de cette matière pour pouvoir effectivement vivre. Nous avons constaté qu'il n'y a pas donc il n'y a pas d'intervention dans ce sens-là. Et puis après, donc, on parlera aussi au niveau de plusieurs autres matières. Et je reviendrai aussi à ce que le consommateur lui-même, vous avez parlé du consommateur qui est le consommateur moyen, qui normalement paye l'éducation de sa poche, qui paye la santé de sa poche, qui paye la sécurité de sa poche, et en plus de ça, il paye les droits, il paye les impôts. Et là, c'est effectivement un paiement de droits
pour préserver effectivement une bonne éducation et une santé, disons, un paiement d'une santé qui normalement doit être prise par l'État, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix si moi je choisis d'aller vers une école privée, mais c'est une obligation pour moi, sachant très bien que l'enseignement actuel n'est pas un enseignement qui va effectivement satisfaire. Rapidement, peut-être qu'on finit, Wadih Madir, par rapport aux mesures que vous préconisez, vous en tant que représentant ou en tant que défenseur des droits du consommateur. Donc, effectivement, donc si l'État a pris des mesures dans ce sens pour le blé d'exonérer le blé des taxes douanières, ben il pourrait aussi prendre des mesures dans le cadre aussi de la hausse des prix des carburants, dans la hausse des autres mesures. Au moins prendre ces mesures-là, peut-être bien dans le cadre de la loi de la concurrence et ce qui lui procure autant que État dans son article 4 de la loi 192, il pourrait aussi intervenir pour plafonner les prix de certains produits. Une loi qui date de juin 2014 et qui n'a certainement pas atteint les objectifs escomptés, pour reprendre un peu le diagnostic fait par la CDT. Comme je le disais il y a quelques instants, le groupe de la CDT à la Chambre des conseillers a déposé une proposition de loi justement visant à réglementer les prix et à revoir cette loi 104-12. Ne serait-ce que ça aussi. Ne serait-ce que ça aussi, effectivement, l'État normalement devait prendre des mesures, notamment dans le cadre des carburants. Donc ça fait plus de 2 ans, 3 ans que il y a plusieurs voies qui sont montées donc dans ce cadre-là, au moment où on a mis en place effectivement la liberté depuis 2015 plutôt, on a mis en place la liberté des prix au niveau du carburant. Ben on n'avait pas pris en considération donc de mettre en place des garde-fous pour protéger effectivement les intérêts des consommateurs, de par les abus des professionnels et de par effectivement les conjonctures qui peuvent handicaper le consommateur et le citoyen marocain en général. Donc l'État devait prendre des mesures pour limiter ces risques-là et ne pas arriver à des situations où le consommateur sera obligé de demander effectivement l'État à revoir ses décisions et revoir donc le pouvoir d'achat, le protéger aussi des fluctuations du prix international. Merci beaucoup, Wadih Madir, président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Nabil Adel, un dernier mot peut-être pour clore. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Alors, un dernier mot. Alors juste, il faut éviter les mesures qui semblent bonnes sur le papier, mais quand on veut les appliquer, elles sont mauvaises. Maintenant, la proposition de la CDT de plafonner les prix est une très mauvaise décision, est une très mauvaise proposition, parce qu'on ne plafonne pas un prix. Qu'est-ce que ça veut dire plafonner un prix? Ce qu'on doit garantir, c'est que le prix reflète la réalité d'un marché, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de spéculation, qu'il n'y ait pas... Maintenant, vouloir fixer un prix, c'est conduire les prix à l'augmentation, mécaniquement. Merci beaucoup, Nabil Adel. Je vous en prie, madame. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.